Le vol Emirates 407 avait pour destination Dubaï depuis Melbourne en Australie, à bord d'un Airbus A340 entièrement chargé. Ce qui devait être un vol long mais routinier s'est rapidement transformé en cauchemar. Une erreur humaine cruciale dans le cockpit a conduit à l'une des expériences de décollage les plus terrifiantes de l'histoire de l'aviation, mettant en danger la vie des presque 300 personnes à bord. Dans la soirée du vendredi 20 mars 2009, 257 passagers et 18 membres d'équipage ont embarqué à bord du vol Emirates 407 à l'aéroport de Melbourne, en Australie. La plupart des passagers étaient arrivés plus tôt dans la journée de l'aéroport d'Auckland en Nouvelle-Zélande et se préparaient pour un long voyage de 14 heures jusqu'à Dubaï. La nuit était claire et les conditions de vol étaient idéales. L'appareil utilisé pour ce vol était un Airbus A340-500 âgé de 5 ans, reconnu pour son excellent bilan de sécurité. Cet avion pouvait également effectuer un voyage aussi long sans escale pour le ravitaillement. Étant donné la durée exceptionnelle du vol, 4 pilotes étaient présents à bord au lieu de 2. Cela permettait à l'équipage principal de se reposer pendant que les autres prenaient le relais à certains moments du trajet. L'équipage de relève devait être présent dans le cockpit pendant toute la durée du vol, ainsi que lors des préparatifs précédant le départ, pour garantir une sécurité maximale. Cependant, personne ne se doutait du grave incident qui allait survenir. Pendant que les passagers s'installaient et se préparaient au décollage, les pilotes réalisaient les procédures préalables au départ. Dans le cockpit se trouvait le commandant de bord, qui comptait un peu plus de 8000 heures de vol, dont environ 1400 sur la 340. Le copilote avait une expérience de vol similaire, mais avec seulement 425 heures sur ce type d'avion. Le commandant de relève était le plus expérimenté, avec près de 12 500 heures de vol, tandis que le copilote de relève avait environ la moitié de cette expérience. Sur le papier, ces chiffres et cette richesse d'expérience auraient dû constituer un atout, mais ce ne fut pas le cas. Pendant les préparatifs, 5 personnes étaient présentes dans le cockpit, 3 pilotes et 2 ingénieurs au sol. Le manque d'espace obligea le copilote de relève à attendre à l'extérieur du cockpit jusqu'au départ des ingénieurs au sol. Tandis que les pilotes et les ingénieurs discutaient, le copilote, peut-être distrait par ces échanges, commit une grave erreur. Il saisit un poids de décollage incorrect dans le système électronique de bord, ou EFB, utilisé pour calculer les paramètres de performance du décollage. Le copilote remit ensuite l'EFB au commandant pour qu'il confirme les paramètres avant de les intégrer au système de l'avion. Cependant, une vérification verbale essentielle entre les deux n'eut pas lieu, ce qui aurait pu révéler l'erreur. Le copilote avait accidentellement entré un poids de décollage de 262,9 tonnes au lieu des 361,9 tonnes prévues. En d'autres termes, il avait indiqué que l'avion était 100 tonnes plus léger qu'il ne l'était réellement. Personne ne remarqua cette erreur cruciale. Les ordinateurs ne fonctionnent correctement qu'avec des données précises. Ainsi, le système calcula une puissance moteur, des réglages de volet et une vitesse de décollage insuffisant pour l'avion. La situation était encore rectifiable, et les pilotes avaient plusieurs occasions de corriger le problème avant le décollage, mais malheureusement, cela ne fut pas fait. Vers 22h18, heure locale, les portes de l'avion furent fermées, marquant la dernière chance de corriger l'erreur dans l'EFB. Le vol 407 quitta sa position 7 minutes en avance sur l'heure et se dirigea vers la piste 16. À 22h30, l'avion reçut l'autorisation de décoller de la tour de contrôle. Lors du roulage, les pilotes réglèrent les volets sur la première position, puis poussèrent les manettes des gaz à leur puissance maximale continue. L'avion massif accéléra sur la piste, approchant sa vitesse de rotation calculée. Bien que l'accélération de l'avion sembla relativement lente, cela ne suscita pas d'inquiétude majeure au départ. Cependant, à la vitesse de rotation, les premières préoccupations apparurent. Le commandant ordonna au copilote de faire pivoter l'avion, ce à quoi il répondit en tirant sur le manche pour relever le nez de l'appareil. Mais le nez ne se leva pas. Le commandant répéta son ordre, rotation. Et cette fois, le copilote tira encore plus fort. Bien que le nez commença enfin à se lever, l'avion lui-même ne quitta pas le sol. À cet instant, les deux pilotes réalisèrent que quelque chose avait terriblement mal tourné. Puisque l'avion avait déjà atteint sa vitesse de rotation, il n'était plus possible de l'arrêter sur la piste. Une solution devait être trouvée une fois l'appareil en l'air. Le problème, cependant, était que l'avion peinait à prendre son envol, sa vitesse étant inférieure de près de 20 nœuds à celle nécessaire pour décoller. Cette insuffisance résultait des paramètres de poids erronés saisis précédemment. Face à cette urgence, le commandant activa la poussée maximale sur les manettes des gaz, tandis que la fin de la piste se rapprochait dangereusement. C'est à cet instant que la queue de l'avion heurta violemment la surface de la piste. Des étincelles spectaculaires jaillirent lorsque le fuselage en aluminium racla le tarmac à une vitesse vertigineuse d'environ 270 km/h. L'impact fut dévastateur, une partie de la boîte noire fut gravement endommagée et le fuselage subit des dégâts importants. Dans la cabine, certains passagers observèrent une étrange lueur rouge et sentirent l'odeur âcre du métal brûlé et de l'isolation en feu.
Alors que la piste touchait à sa fin, il était évident que si l'avion ne parvenait pas à s'élever immédiatement, la catastrophe serait inévitable. Heureusement, à la dernière seconde, l'avion parvint à quitter le sol, seulement 3 secondes après que le commandant eut enclenché la poussée maximale. L'appareil s'éleva, mais pas avant d'avoir dépassé la piste de 148 mètres, évitant de justesse une tragédie. Ce sursis marquait cependant le début de problèmes bien plus graves. Les dommages causés au décollage avaient compromis certains des systèmes vitaux de l'appareil. Alors que l'avion prenait de l'altitude, un avertissement d'impact de queue s'afficha sur le tableau de bord, rapidement confirmé par un message radio de la tour de contrôle. L'équipage réalisa alors qu'un retour à Melbourne était inévitable pour évaluer les dégâts. Cependant, un autre défi se profilait. L'avion, chargé de 130 tonnes de carburant, était bien au-delà du poids autorisé pour un atterrissage. Pour réduire son poids à la limite de 280 tonnes, l'équipage reçut l'ordre de grimper à 7000 pieds et de survoler la baie de Port-Phillip, où ils commencèrent à larguer du carburant dans l'eau. Afin de déterminer précisément la quantité de carburant à évacuer, le copilote consulta à nouveau le système électronique de bord. C'est à ce moment qu'il prit conscience de l'énorme erreur qu'il avait commise au départ. Mais il n'eut guère le temps de s'attarder sur sa faute, car le copilote de relève pointa immédiatement un nouveau problème critique. L'avion avait perdu sa pressurisation. L'impact de la queue avait été si violent qu'il avait percé plusieurs trous dans le fuselage, rendant l'appareil incapable de maintenir une étanchéité nécessaire à la sécurité en vol. Cette nouvelle complication aggrava une situation déjà critique. Les pilotes déclarèrent une urgence de niveau panne, et le vol 407 reçut la priorité pour atterrir. Dans le cockpit, l'équipage discuta du nombre de cercles nécessaires au-dessus de la baie pour larguer suffisamment de carburant afin d'atteindre le poids maximum d'atterrissage. Ils décidèrent de larguer environ 420 tonnes de carburant pour atteindre les 280 tonnes requises. Les pilotes effectuèrent 3 calculs indépendants des performances d'atterrissage, 2 à l'aide du système électronique de bord et 1 avec le manuel de référence rapide de l'avion, pour éviter d'autres erreurs. L'avion, avec ses 257 passagers et 18 membres d'équipage, volait à 7000 pieds au-dessus de l'océan, avec une queue endommagée et une pression qui diminuait rapidement. La seule préoccupation de l'équipage était de ramener tout le monde à Melbourne sain et sauf. Les passagers, visiblement inquiets pour leur vie, furent informés par le commandant de bord de l'impact de la queue au décollage et de la nécessité de larguer du carburant pour effectuer un atterrissage. Vers 11h25, les pilotes décidèrent qu'ils avaient largué suffisamment de carburant et commencèrent leur descente vers Melbourne. Cependant, peu après le début de la descente, l'équipage entendit un bruit inhabituel. Avant qu'ils ne réalisent ce qui se passait, des informations firent état d'un possible incendie à bord en raison de la présence de fumée. Le copilote contacta la tour de contrôle pour signaler la situation et informa qu'ils effectueraient l'atterrissage plus tôt que prévu. En réponse, la tour envoya des services de secours et des pompiers sur la piste. Ils devaient atterrir rapidement avant que l'incendie présumé ne se propage. L'approche rapide rendit l'atterrissage encore plus difficile pour l'équipage, avec un réel risque de dépasser la piste une seconde fois. Le commandant freina brusquement dès que l'avion toucha le sol, puis activa la poussée inverse pour ralentir le mastodonte. Ce fut un moment critique, mais cette fois, l'avion s'arrêta juste avant la fin de la piste. 1h04 après son départ, le vol 407 atterrit en toute sécurité sur la piste 34. Les équipes de secours confirmèrent qu'il n'y avait pas d'incendie, et, heureusement, aucun passager ne fut blessé. Les inspections révélèrent cependant des dommages graves sous l'arrière du fuselage, dont les panneaux extérieurs avaient été complètement arrachés au contact de la piste. Une trappe de service avait également été déplacée, et de nombreuses structures internes de l'arrière du fuselage avaient été endommagées par les forces de l'impact. Une enquête menée par la TSB et d'autres organisations de sécurité aérienne révéla que 2 facteurs principaux avaient causé l'incident. Premièrement, l'équipage n'avait pas détecté l'erreur de poids au décollage. Deuxièmement, la dégradation des performances de décollage avait été détectée trop tard. L'enquête montra également que l'équipage n'avait pas suivi toutes les procédures opérationnelles standards, ce qui avait contribué à l'échec de détection de l'erreur. De plus, il fut découvert que le copilote avait modifié le premier chiffre du poids flex du plan de vol principal lors de la confirmation de la feuille de charge, supprimant ainsi une autre chance de détecter l'erreur. À la suite de l'incident, Emirates aurait licencié les pilotes dès leur retour à Dubaï. Leurs noms restent introuvables. La compagnie révisa ses procédures préalables au vol et imposa l'utilisation de 2 ordinateurs portables pour les préparatifs, garantissant une double saisie des données. Elle développa également un système avionique pour surveiller et signaler l'accélération au décollage. Airbus, quant à elle, aurait mis à jour ses logiciels pour détecter ce type d'erreur et développer un système de surveillance pour alerter les pilotes en cas de données erronées. La TSB publia des recommandations de sécurité à la FAA américaine et à l'IATA pour minimiser les risques de récidive. La 340 impliquée fut réparée et reprit du service avec Emirates jusqu'en 2014. L'incident du vol 407 illustra l'importance des vérifications préalables au vol et des calculs précis des paramètres de décollage pour assurer des opérations sécurisées.
Les enquêtes issues de cet incident ont conduit à des recommandations qui ont contribué à améliorer la sécurité aérienne et à prévenir de futurs incidents similaires. Que pensez-vous des événements du vol Emirates 407 et de la gestion de l'incident par les pilotes? Les pilotes méritaient-ils d'être licenciés? Partagez vos pensées dans les commentaires. À bientôt et prenez soin de vous.